Non, mais vas-y, t'inquiète, pas de souci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Je t'en prie. Bonjour à tous. Bienvenue. On voit que vous vous connectez. Donc, ravie de vous accueillir. Je suis Magali Coé. Je suis responsable de l'équipe émergence au sein de la direction Deep Tech. Peut-être un petit mot sur le plan Deep Tech pour démarrer ce webinaire. Le plan Deep Tech est un plan qui a été mis en place par l'État en 2019, il y a 4 ans, et qui bénéficie de nombreux moyens, et qui a 2 objectifs, c'est de faire émerger plus de startups Deep Tech et d'accroître leur croissance. Alors pourquoi? Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de startups Deep Tech? On parle des startups qui sont issues du monde de la recherche, avec des technologies de rupture. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'efforts qui sont investis sur ces startups? C'est puisqu'on est convaincu qu'elles peuvent avoir un impact sur notre société. Donc je suis très heureuse de vous accueillir. Ah, désolée, c'est Lias qui fait que je te fais bouger un peu les slides. Je voulais mettre le slide qui allait avec ton discours. Vas-y. Revenir un tout petit peu en arrière, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire. Vous êtes assez nombreux, hein, vous avez été plus de 200 à vous inscrire, donc on est très heureux de vous voir si nombreux. Ce webinaire, c'est le premier d'une série de 3 webinaires appelés la boîte à questions. Donc l'objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir répondre à des grandes questions que vous pouvez vous poser en tant que chercheur vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Donc, le sujet de ce jour, c'est « Ma thèse ne finira pas dans un tiroir », ce qu'on ne vous souhaite pas. Donc l'objectif aujourd'hui ensemble, ça va être de vous présenter un des moyens pour vous assurer que votre thèse puisse avoir un impact, qui est notamment le concours ePhD, hein, pour tester le potentiel applicatif de vos thèses. Donc, ce sera Célia qui vous présentera ce concours. Et ensuite, on laissera la parole à 2 lauréats qui ont eu les mêmes enjeux que vous, qui se sont posés les mêmes questions que vous, donc qui pourront y répondre, ainsi qu'à Pépite et Pulsalis, qui pourront aussi vous parler de ce sujet. Voilà, donc j'espère que ce webinaire répondra aux questions que vous pouvez vous poser, notamment sur la façon dont vous pouvez avoir de l'impact avec votre thèse. Et puis, sinon, à la fin, de toute façon, il y aura un temps dédié pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire et je vais laisser la parole à Célia pour vous présenter le concours. Merci beaucoup Magali. Bonjour et bienvenue. Donc Célia Martin, moi je travaille dans l'équipe de Magali, notamment sur le concours ePhD. Comme Magali vous l'a dit, aujourd'hui on se retrouve autour de la question qui est comment faire pour pas que ma thèse finisse dans un tiroir. Bien sûr, en fait, étant donné qu'on a plusieurs boîtes à questions à vous proposer, je vous inviterai en fait à vous inscrire sur les autres boîtes à questions. La prochaine, c'est comment se rémunérer quand on lance une startup Deep Tech, et elle sera le 14 février 2023, donc 14 février à 16h. Et ensuite, la dernière, ça sera donc le 14 mars, juste avant la clôture en fait du concours ePhD, avec la question qui est quelle place puis-je prendre en fait en tant que jeune chercheur doctorant dans ma startup? Est-ce que je peux être CEO ou est-ce que je prends une place de CTO? Ces webinaires, en fait, ils sont aussi lisibles en replay directement sur notre YouTube. Donc, je vous partagerai également le lien. Et aussi, avant de commencer, la clôture du concours ePhD donc, se fait le 30 mars, à la fin du mois de mars. Je vous partage quelques éléments sur le concours ePhD. Ensuite, on donnera la parole, en fait, comme Magali le disait, à 2 lauréats et puis 2 experts. Et enfin, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, bien sûr, vous pouvez les poser en chat. Vous avez vu directement dans le chat ou alors dans le petit onglet questions en bas et on pourra, en fait, y répondre juste à la fin de ce call. On garde quand même bien 20 minutes pour toutes vos questions. Donc, on a le temps d'échanger, en fait. C'est ça, c'est super. Donc, comme le disait tout à l'heure Magali aussi, le concours ePhD fait partie du plan Deep Tech. Actuellement, en fait, on est à peu près 250 startups qui sont créées par an. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 500 startups qui se créent en fait par an. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les ans, on fait une étude
auprès des jeunes chercheurs et doctorants pour, connaître en fait, leur envie d'entreprendre, pour savoir en fait s'ils souhaitent entreprendre et ce qui est intéressant, c'est que vraiment on a 43 des répondants qui indiquent vouloir enfin en tout cas penser à l'entrepreneuriat, pour leur, activité professionnelle, avec une motivation qui est aussi assez intéressante et qu'on retrouve d'ailleurs, parmi les lauréats et PhD, c'est d'avoir un impact sociétal. Le concours e-PhD, donc en fait, a été créé en 2019 par le gouvernement. Je vous en parlerai juste après parce qu'il fait partie d'un continuum de concours. Pourquoi il a été créé? En fait, c'était pour, encourager, on va dire encourager le test, de son potentiel applicatif. Donc j'ai une idée, j'ai, fait ma thèse par exemple sur cette idée-là et bien en fait ce concours va vous permettre de tester cette idée, de voir si cette idée peut être la prochaine start-up. Bien sûr, en fait, ça permet, bien évidemment de soutenir les premiers pas parce que vous lancez et avec le concours ePhD, vous allez voir grâce au prix, vous allez pouvoir en fait, faire vos premiers pas en toute sécurité. Et enfin, le concours aussi vous permet vraiment d'obtenir une visibilité, tout simplement parce que ça soit notre écosystème par les SAT ou les incubateurs et donc par BPI France, vous allez en fait avoir la visibilité des médias que nous utilisons au quotidien. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et à côté de cela aussi, vous faites partie en tant que lauréat et PhD d'une communauté en fait d'entrepreneurs. Vous faites vos premiers pas dans cette grande communauté d'entrepreneurs qui vous permettra en fait d'évoluer en fait et de poser toutes vos questions et d'être accompagné. Comme je vous le disais à l'instant, le concours ePhD fait partie d'un continuum de concours. Donc vous voyez, on a le concours ePhD pour vraiment tester le potentiel applicatif de votre idée. Donc vraiment, l'objectif, c'est de sortir les idées des laboratoires, pour créer, potentiellement une start-up. Ensuite, vous avez le concours e-Lab. Le concours e-Lab, en fait, c'est vous êtes porteur de projet toujours, vous avez lancé votre start-up et vous voulez la booster et booster la création, booster votre équipe et grâce au concours au concours e-Lab, pardon, vous allez pouvoir le faire. Et enfin, dans quelques années, bien sûr, vous avez le concours Innov qui va vous permettre de passer à l'industrialisation de votre start-up, pour aller encore un peu plus loin sur la recherche et développement, par exemple. Sachez que, quand vous rentrez par la petite porte du concours, ePhD, vous avez de grandes chances, en fait, après d'avoir le concours e-Lab. Nous avons à peu près 9 lauréats ePhD qui ont déjà obtenu, en fait, le concours e-Lab. Donc ça montre quand même que c'est très prometteur. Je vous partage aussi quelques chiffres qui sont assez intéressants. Donc je vous l'ai dit, il a été lancé en 2019, on avait eu 70 dossiers, donc 29 lauréats. L'année dernière, on a eu 36 lauréats, un petit peu moins en fait que 2021, mais ce qui est assez logique, hein, parce que le concours ePhD, sur 2020-2021, on l'a calé en fait au niveau des dates par rapport au concours e-Lab et donc du coup, ça a permis d'avoir une plus grande, période en fait de concours. C'est pour ça, je pense qu'on a eu beaucoup plus de dossiers. Là, on aimerait en fait, être dans cette évolution pour avoir, toujours un peu plus de dossiers, sachant que le nombre de lauréats restera en fait à peu près à 45 pour vraiment, garder par rapport au prix, d'avoir une cohérence. Ce qui montre aussi, vous voyez, par rapport au concours e-Lab, que le concours ePhD est un petit peu plus facile à obtenir. Concours e-Lab, vous savez, il y a 400 dossiers à peu près, il y a 78 lauréats. Là, vous voyez, vous avez quand même beaucoup plus de chances de l'obtenir. C'est encourageant. Alors, le plus intéressant, forcément, ce sont, l'éligibilité et puis les prix. Je vais vous les partager juste après. L'éligibilité, quand est-ce que vous pouvez, candidater? Donc déjà, vous pouvez candidater à partir de votre deuxième année de thèse et après avoir soutenu alors jusqu'à 5 ans après avoir, soutenu votre thèse. Nous avons besoin surtout de d'un justificatif, en fait, indiquant que vous êtes inscrit en tant que dans votre thèse à partir de la deuxième année et puis, que vous avez soutenu votre thèse. Il faut avoir bien sûr un projet innovant accompagné par un laboratoire de recherche public et enfin être soutenu. Alors, soutenu, surtout sur l'accompagnement en fait. On va vérifier si vous êtes soutenu au niveau de l'accompagnement de votre projet, soit par un OTT, donc c'est un organisme de transfert technologique. Aujourd'hui, vous avez Benoît qui va pouvoir, partager quelques éléments et à qui vous pourrez poser toutes vos questions.
Et cette année, on a aussi ouvert aux incubateurs de la recherche publique. Ça veut dire que si vous êtes accompagné par un incubateur, vous pouvez aussi déposer votre projet. Vous n'êtes pas, enfin, ce n'est plus obligatoire en fait d'être accompagné financièrement. Bien sûr, il faut quand même assurer en fait la viabilité de votre projet par le fait que vous êtes financé vous, pour que vous puissiez quand même travailler dans de bonnes conditions sur votre projet. Les prix du concours. Alors vous avez vu sur mon slide, en fait, vous en avez 4. Le premier qui est très intéressant, c'est un accompagnement. Vous êtes accompagné, en fait, durant 1 an. Donc vous voyez là, la clôture se fait, fin mars. Vous avez, en fait, les réponses, en mai et ensuite, l'accompagnement va débuter en juillet avec le forum Premier Contact et la cérémonie de remise des prix et puis ensuite, vous allez, en fait, être invité à un kick-off si vous êtes lauréat, bien sûr. Vous allez être invité à un kick-off à partir d'octobre. Après, vous allez bénéficier de cet accompagnement, un accompagnement en fait qui est en fait, comment, qui additionne en fait des moments collectifs. Donc les moments collectifs, ce sont, on appelle ça nous des learning expéditions. C'est, 2 jours où on vous invite et on se retrouve en fait, pour booster votre projet, pour, réaliser donc des workshops pour booster votre projet et vous avez en fait la possibilité d'être avec les 29 autres lauréats et c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous entraider. Vous avez aussi des moments, où vous allez être inspiré par d'autres, entrepreneurs et vous pourrez aussi, comme il y a toute l'équipe en fait d'accompagnement qui donc, est composée de Deep Tech Founders, Haddock et puis Ticket for Change. Vous allez pouvoir aussi être accompagné par ces personnes-là et donc poser toutes vos questions pendant ces moments collectifs. Et vous voyez, on en a 4 dans l'année. On en a un, donc le kick-off en octobre, 2 jours et après on a 2 jours en février pardon, là on va à Lille. Ensuite, on a 2 autres jours en avril. Par exemple, cette année, on va à Bordeaux et enfin, 2 jours de clôture en juillet. Ça sera sans doute à Paris. À côté de cela, à côté de ces moments collectifs qui sont assez forts et assez intéressants, vous avez en fait 1 an de mentorat et de coaching. Ça veut dire que vous avez des workshops tous les 15 jours, toutes les 3 semaines pour vraiment, être accompagné sur votre business, votre projet, que ce soit sur le business model et puis même, toutes les parties, juridiques, pays, enfin et cetera. Enfin vraiment tous les sujets et vous avez aussi un coaching avec Haddock qui est vraiment spécialisé sur, votre posture entrepreneur et votre équipe, très important. 2e prix qui n'est pas négligeable, c'est la visibilité nationale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La visibilité nationale, c'est vous allez en fait, être invité à parler de votre projet, que ça soit dans la presse, que ça soit dans des tables rondes parce que nous aussi on organise dans la deep tech et puis même BPI France de manière générale des événements. Donc vous êtes invité en fait à ces événements pour pitcher votre projet. Vous avez aussi des podcasts, donc vous allez être invité aussi à partager votre projet, puis je vous l'ai dit, des événements de manière générale. Pour vraiment, booster votre visibilité, ce qu'on a aussi proposé en fait dans le prix, c'est une vidéo de promotion de votre projet. Alors sachez que si vous partagez votre candidature, au concours IPHJ, vous allez devoir faire une vidéo de votre projet. Vous pouvez la faire assez facilement, hein, avec votre téléphone, devant votre téléphone en selfie et puis, partager, pendant 1 minute 30 votre projet. Mais nous, après, on va vous offrir une vidéo. Si vous êtes lauréat, donc vous avez une vidéo interview de votre projet qui est assez bien faite. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur YouTube. Et si vous êtes grand prix, donc grand prix, en fait, ce sont les coups de cœur, en fait, du jury. Vous allez avoir une vidéo de design fiction, c'est-à-dire une vidéo interview de votre projet et en plus, on va mettre en scène votre innovation, votre projet comme s'il existait déjà, comme s'il était déjà déployé. Donc c'est très intéressant aussi après pour aller voir les investisseurs, par exemple, ou pour pouvoir parler de votre projet. Enfin, pas négligeable non plus, le dernier prix, c'est l'accès à une bourse French Tech de, 30 000 €. Alors quand vous êtes lauréat et PhD, vous n'avez pas automatiquement, cette bourse. Vous devez faire un dossier, mais en fait, comme cette bourse a été créée pour les lauréats du concours IPHD, normalement, ça devrait être, OK. Cette bourse French Tech donc, est de 30 000 € et suite à cette bourse French Tech, vous savez, vous pouvez aussi, déposer un dossier pour avoir la bourse French Tech Émergence de 90 000 € après. Je
Je vous ai partagé donc les prix, je vous partage le calendrier en fait, du parcours de candidature. Le concours en fait a été, ouvert le 24 novembre dernier et donc je vous l'ai dit, il se clôture le 30 mars 2023. Entre ces 2 dates, vous avez en fait le temps, vous, de vous rapprocher de votre organisme de transfert technologique. Si vous en avez pas, soit vous regardez sur internet l'organisme de transfert technologique de votre région pour, prendre contact avec eux, ou bien vous pouvez aussi nous poser la question, nous envoyer un mail et nous on vous mettra en lien. Avec votre OTT, et votre laboratoire, bien sûr, vous allez pouvoir, constituer votre dossier. Donc le dossier, en fait, il est, digitalisé, hein. Vous pouvez, en fait, aller sur démarche simplifiée. Je vous donnerai le lien également et vous allez, ajouter, en fait, la description de votre projet, votre motivation, votre vidéo, les documents aussi, administratifs et puis très important, la lettre de recommandation de votre OTT. Si vous passez par un incubateur, il faudra également vous rapprocher d'un OTT pour avoir également une lettre de recommandation de votre OTT et une lettre de recommandation de votre incubateur. Mais pareil, on est là aussi pour vous accompagner tout du long, il n'y a pas de souci. Votre dossier ensuite, si vous êtes donc dans les candidatures, votre dossier, il passera en fait en jury. Un jury que nous composons en fait avec des startups, donc des entrepreneurs qui souvent ont eu ILAB, donc qui sont assez avancés, des entrepreneurs, des investisseurs, donc des fonds d'investissement et puis des personnes de l'université et bien sûr des grands comptes. Ensuite, vous êtes notifié, comme je vous l'ai dit, puis vous participez ensuite à la cérémonie de remise des prix des concours IPHJ Labinov qui donc s'organise en juillet de cette année. Si vous n'êtes pas sélectionné, on vous envoie un mail avec ce qui n'a pas convenu, sachant que vous pouvez en fait repartager votre dossier l'année prochaine. Parce que parfois, voilà, vous n'étiez pas assez avancé, mais l'année d'après, ça ira beaucoup mieux. Je vous ai partagé en fait dans ce document les documents dont vous avez besoin pour constituer votre dossier. Vous les retrouvez de toute façon sur le site internet, donc avec votre projet, puis aussi les documents administratifs à fournir. Je passe du coup sans plus attendre pardon, par, les témoignages. On s'est dit en fait que c'était très important, nous on vous a partagé le concours IPHD, mais c'était très important en fait de faire intervenir des vraies personnes. Donc des lauréats qui, se sont aussi posés cette question-là: «Qu'est-ce que je fais de ma thèse? Est-ce que vraiment je me sens, d'aller un peu plus loin ou est-ce que je la laisse dans le tiroir?» Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, Benoît sera là aussi pour parler, de la SAT, donc structure de transfert technologique ou OTT, organisme de transfert technologique, donc Pulsalis, qui pourra partager quelques éléments. Et Valentin aussi qui partagera quelques mots aussi sur Pépite, qui est très important. Charlotte, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux partager ta caméra et ton micro, s'il te plaît? Hop. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, super. Bienvenue, merci beaucoup Charlotte. Charlotte, toi, tu as lancé le projet Langue Action, tu as été lauréate IPHJ. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours surtout? D'où tu es venue, d'où tu viens, etc. Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois ma caméra ou pas? Parce que j'ai pas l'impression. Oui. Oui? Ok, alors il faut que je fasse attention parce que moi je ne me vois pas. Alors, donc, pour mon parcours, donc moi je suis une ancienne doctorante de linguistique. Donc j'ai eu mon doctorat en linguistique, donc dans les sciences humaines, et je travaillais sur la langue des signes française. Et pendant que je faisais mon doctorat, je réfléchissais un peu aux suites à donner à ce doctorat et surtout, en fait, je visais à documenter la langue des signes française qui a été documentée seulement en partie, donc il manquait plein de choses et plein de choses à dire. Et j'avais qu'une envie, c'est que au-delà de moi et de la petite communauté intéressée dans mes recherches, le reste de la société, c'est un peu pompeux de dire ça, mais c'était un peu l'idée, puisse découvrir aussi ce que moi je découvrais et que ça reste pas juste dans mon domaine à moi. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des solutions pour ça et je voulais en fait globalement créer une activité de conseil. Donc, je cherchais ce qui existait déjà et il se trouve qu'il n'existait rien. Donc, je me suis dit, bon, bah, si ça n'existe pas, il faut que je le fasse. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur l'entrepreneuriat.
Quand je finissais mon doctorat, j'ai participé à un projet de recherche qui était sur l'élaboration d'outils de diagnostic pour les troubles en langue des signes française. Et là, je me suis dit, ah là, j'ai enfin une vraie valeur ajoutée, une vraie utilité, c'est que là, ça va aller soigner des personnes. Il faut que les gens en entendent parler. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée ensuite dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Donc, c'est passé d'abord par un appel à projet de ma SAT, enfin, c'est pas vraiment une SAT, mais de chez PSL que j'ai gagné. Et ils m'ont accompagnée ensuite pour déposer un dossier chez iPhD et j'ai été Grand Prix iPhD l'année dernière. Du coup. Voilà. Et comment est-ce que ça a été simple pour toi de te rapprocher de PSL? Comment ça s'est passé en fait? En fait, j'ai vraiment tenté un peu en me disant bon, on verra bien si ça marche ou pas. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais j'ai juste déposé un dossier sans vraiment connaître qui que ce soit à PSL. J'ai juste envoyé ma candidature. Et il s'est avéré que ça leur a bien plu. Et par contre, suite à ça, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai découvert que c'était une équipe super proactive et des gens qui continuent de m'accompagner encore maintenant, etc. Et donc, j'ai envie de dire, le premier contact n'a pas été simple parce que moi, j'avais un peu peur, que je connaissais rien, mais ça aurait pu être beaucoup plus simple, tout simplement en allant les voir directement. Ok. Du coup, est-ce que tu as eu des difficultés au début, en fait, au début de ton projet? En fait, la difficulté, c'est de prendre confiance dans le fait qu'on peut mener un projet. Du coup, moi, à ce moment-là, donc, j'étais en recherche de post-doctorat pour quand même continuer dans la voie, la voie de la recherche au cas où. Je suis quelqu'un qui a une aversion au risque, on va dire. donc voilà. Et du coup, je faisais ça en parallèle. Et les difficultés, ça a plus été de prioriser. Je suis linguiste, mais je ne sais pas parler. De mettre la priorité sur mon projet d'entreprise. Et le fait de gagner en fait le concours iPhD et d'avoir le mentorat, ça m'a permis en fait de me focaliser dessus, d'avoir des temps dédiés pour travailler sur mon projet. Et donc ça a été plus ça la difficulté, gérer le temps, parce que après il y a toutes les difficultés qui sont intrinsèques à l'entrepreneuriat, à savoir je suis chercheuse, je connais pas du tout le jargon même de l'entreprise, je savais même pas comment faire un business plan ou quoi que ce soit. Donc ça, évidemment, c'est toutes les difficultés, j'ai envie de dire, de n'importe quel nouveau domaine. Et pour ça, j'étais accompagnée. Après, il restait les difficultés personnelles, à savoir comment je gère mon temps pour apprendre. Mm. Et est-ce que tu peux nous dire où tu en es actuellement? Oui, alors on est en train d'attendre la réponse pour la bourse French Tech. Si on l'a, le but c'est de s'en servir pour nous aider à rédiger les statuts. Donc on est proche de la création d'entreprise là. On estime d'ici 1 ou 2 mois. Donc j'ai une collaboratrice qui m'a rejointe sur C'est le ce que j'allais te projet. demander. Et donc ouais. Donc ça c'est très récent. C'est pareil, c'est grâce à des fonds que j'avais eu, j'ai pu la recruter. Et donc là l'idée c'est qu'on va continuer ensemble. Mais j'ai beaucoup avancé parce que c'est passé d'une vague idée à maintenant, j'ai vraiment un plan de plusieurs activités possibles pour l'entreprise. On a réalisé une enquête de marché, donc on sait où on met les pieds, on a identifié les intérêts. Donc voilà, on est proche de la création. Mmh. Et dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à partager en fait à toutes les personnes qui suivent ce webinaire? Bah, moi, le conseil, ce serait de vous lancer parce que pour le coup, on peut avoir un peu peur, surtout. Des fois, on se dit, bah, oui, d'accord, il y a des gens qui arrivent, mais moi, j'y arriverai pas. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a énormément de personnes, donc chez BPI ou chez les SAT, etc., qui n'ont qu'une envie, c'est d'accompagner vos projets. Et donc, du coup, c'est vraiment, on n'a aucun risque en quelque sorte à se lancer parce que on est hyper accompagné, on est pris par la main, on n'avance aucun argent. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, quoi, juste pour voir. Mmh, mmh. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Ouais. Alors, si ça vous va, on passe à Benoît, donc un duo, Benoît et Alexandre. Donc, hop, Benoît. Ah bah super, tu as déjà mis ta caméra, c'est parfait. Bienvenue Benoît et bienvenue Alexandre. Je vous laisse vous présenter peut-être. Je te laisse te présenter Benoît. Ok, très bien. Merci, merci Célia. C'est perturbant, il y a marqué Louise, donc j'ai envie de t'appeler Louise. Effectivement, ouais. J'ai pris le compte de ma collègue.
Merci en tout cas pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Benoît Martin, je travaille pour Pulsalis, qui est donc l'ASAT de Lyon et Saint-Étienne, mais aussi l'incubateur. On est à la fois, c'est particulier, mais on est à la fois l'incubateur public et l'ASAT. On est cette structure qui accompagne justement les projets issus de la recherche, mais en lien avec la recherche de l'ensemble des chercheurs du territoire et des chercheuses, et notamment les doctorants et doctorantes, les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, dont Alexandre. Voilà, transition toute faite. Ouais, Bonjour à tous. Vous m'entendez? Enfin, tu m'entends? très bien. Ouais, c'est bon. Ok, merci déjà pour l'invitation. Donc, je m'appelle Alexandre. Merci Benoît pour cette transition. Donc, j'ai passé ma thèse au sein du Centre de recherche en cancérologie de Lyon sur le développement en fait de petites molécules, qui présentent un intérêt thérapeutique qui ont une activité anticancéreuse. Et j'ai été en fait rapidement accompagné par la SAT Pulsalis, qui à la suite de mes travaux de thèse en fait m'accompagnait donc dans un programme de maturation pour continuer le développement en fait de cette innovation, le but étant de développer un futur médicament, un candidat médicament. Et en fait, je dirais que, enfin, moi, j'ai toujours été passionné par la recherche médicale, et à pousser, on va dire peut-être comme tout chercheur, à pousser les travaux le plus loin possible. Et j'ai découvert en fait durant mes travaux de thèse justement le monde de l'entrepreneuriat, tout l'écosystème qui gravitait qui existait avec les SAT BPI, et c'est ce qui m'a donné justement envie de pousser ce projet le plus loin possible et de créer. On a récemment créé la startup Kairos Discovery, et qui va avoir pour but justement de continuer le développement donc de nos solutions thérapeutiques, de les emmener en clinique, de les emmener chez le patient, et puis et voilà, et comme tu disais aussi Célia, pour avoir un véritable impact plus tard au sein de la société. J'ai une question du coup, Alexandre. Est-ce que tu avais cette fibre entrepreneur ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un déclic? Enfin, tu vois, comment ça s'est passé pour toi? Non, comme je dis toujours, en fait, j'ai pas eu forcément, je me suis pas lancé dans la thèse. Enfin, au départ, en me disant, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais créer une start-up, parce que justement, je connaissais absolument pas ça. J'avais juste cette motivation, en fait, j'ai adoré mon projet de thèse, je l'adore toujours. Enfin, et cette volonté, en fait, de l'emmener le plus loin possible. Et c'est justement cet accompagnement, donc d'abord avec les SAT, avec Pulsalis, puis le BPI qui prend le relais, et puis ainsi de suite, qui m'a permis justement de me former sur l'entrepreneuriat, de monter, je dirais, rapidement en compétences. Donc, c'est là où intervient le concours IPLJ, d'autres formations qui sont en complément. Et justement, de maîtriser, d'avoir des premières notions dans l'entrepreneuriat, et donc de découvrir ça et de voir que c'était possible, en fait, justement, d'accélérer ces travaux de recherche et de les emmener beaucoup plus loin, les faire passer dans une autre dimension. Ok. Benoît, j'ai une question du coup pour toi. Comment vous faites pour accompagner finalement les premiers pas? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que c'est ce qui a été dit auparavant. Nous, on est tout à fait à l'écoute de tous les projets, toutes les sollicitations de l'ensemble de la communauté vraiment scientifique, des doctorants et doctorantes, jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, pour pouvoir réfléchir à leurs projets, les accompagner aux différentes étapes. Et pour ce faire, donc, on a mené pas mal d'actions localement. Notamment, on organise un bootcamp régulièrement, et je sais que la plupart des SAT ont des dispositifs qui sont après similaires pour permettre de capter, en gros, de détecter des projets, puis de proposer un premier accompagnement et une première, on va dire, action presque de révélation du projet, de travail sur la proposition de valeur. Et c'est des sessions qui sont gratuites, qui sont organisées localement. Alors nous, on a une action qu'on a mutualisée avec Grenoble et puis Clermont, qui s'appelle le Bootcamp Explora, qui permet justement qui s'appelait avant le programme Jeune Chercheur pour Alexandre, puisqu'il y a participé aussi à ce moment-là, et qui permet vraiment de travailler sur la proposition de valeur, sur les premières étapes, et d'avoir un premier accompagnement. Et c'est ce qui nous permet un peu de détecter des opportunités. Puis ensuite, nous, on a d'autres mécanismes d'accompagnement, d'incubation classique ou d'investissement, ce qu'on appelle en maturation. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais simplement pour dire on a une capacité d'investissement pour pouvoir suivre ces projets et les développer ensuite. Et en tout cas, pour les premiers pas, en tout cas, et pour reprendre à ta question, c'est simplement des bootcamps, des ateliers, de la formation qui permet de faire exprimer un projet et de capitaliser un peu sur cette envie. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Alexandre, et puis de manière générale sur le territoire, c'est qu'on
comment dire, on travaille en synergie avec d'autres acteurs. Je sais que Valentin sera là juste après, vous parler des pépites, mais aussi avec les écoles doctorales directement et d'arriver à des synergies entre des formations doctorales qui sont proposées. Et Alexandre, tu as participé notamment à un dispositif, l'Académie de l'innovation, et qui permettait justement de travailler sur les mécanismes autour de l'innovation, autour de la création, qui proposent du contenu de formation doctorale très dense. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au début, et de pouvoir ensuite embrayer sur son propre projet personnel et travailler sur comment est-ce qu'on valorise les résultats de la thèse. Donc c'est un vrai travail local, en tout cas, d'être disponible, d'être à l'écoute des laboratoires, des différents chercheurs, chercheuses, et puis des jeunes chercheurs qui viennent nous voir pour les accompagner dans ces démarches. Et voilà, donc c'est un travail d'écoute, de disponibilité et simplement de proposer des services qui sont là pour faire grandir les projets. Et j'ai une question, est-ce que tu peux nous partager le nombre de projets que vous accompagnez par an peut-être ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse Oui, bien sûr. rendre compte Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, spécifiquement par rapport à la cible ePhD, on arrive dans le cadre des bootcamps, donc on fait 2 sessions par an, à avoir à peu près une quarantaine de projets sur ces 2 sessions, qui sont donc sur Lyon et Saint-Étienne, sur notre territoire. Ça veut dire qu'on on a cet accompagnement un peu à minima, dont l'objectif, on aimerait bien en avoir une centaine par an, hein, c'est un peu ce qu'on se fixe pour pouvoir se dire que sur une base de 1000 nouveaux doctorants chaque année sur le territoire, ou 1000 nouveaux docteurs par an, on aimerait bien pouvoir en accompagner une centaine dans ce projet. C'est un peu l'ambition qu'on se fixe avec les différents collègues du territoire. Mais voilà. Et ensuite, nous, dans l'accompagnement plus défini, pour aller un peu plus loin, il y a une vingtaine de projets qu'on va pousser plus loin, soit en termes d'incubation plus poussée, soit en termes d'investissement. Mais l'objectif, c'est de détecter ces projets, de les faire émerger, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut les faire progresser, pousser. Et en tout cas, ePhD, c'est vraiment, pour nous, et par rapport à ce type d'action, l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on détecte les projets, on arrive à capitaliser sur une proposition de valeur, une idée de produit, de service qui pourrait être faite. Et ePhD, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un concours qui arrive presque après pour labelliser le projet, pour le formaliser, pour travailler et peaufiner ces différents éléments. Et c'est vraiment le début du process d'innovation, de développement du projet. Et puis ensuite, il y a iLab. Après, il y a des personnes comme Alexandre qui réussissent à avoir les deux à la fois. Mais c'est l'étape d'après, quoi. En toute simplicité. Et ce qui est important aussi peut-être à dire, Benoît, c'est que quand la personne a le concours ePhD, vous continuez quand même votre accompagnement. Enfin, nous, c'est vraiment ponctuel, mais vous êtes vraiment sur la durée. Oui, bien sûr. Alors, pour nous, on essaie de construire une complémentarité qui soit la meilleure possible par rapport au projet. Il y a des projets sur lesquels on a un accompagnement en maturation, en investissement, où on a investi pour le projet, comme celui d'Alexandre d'ailleurs, ici présent. Et donc, dans ce cas-là, on construit cette complémentarité au regard des échéances, au regard de ce qui peut se passer. Et pour des projets qui sont plus amont, pour nous, il y a un impact très fort du PhD pour l'aider à structurer, avancer et révéler un peu le potentiel du projet. C'est quelque chose de très complémentaire et que ça nous permet ensuite d'embrayer avec un accompagnement complémentaire et d'avancer. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie complémentarité au niveau de l'accompagnement pour le bénéfice du projet, pour le permettre de faire avancer le plus possible. L'année dernière, on était content parce qu'on a eu 6 lauréats sur le territoire enfin sur le territoire de notre territoire, et ça a permis vraiment on va dire de passer un cap pour ces différents projets et d'avancer. Puis c'est vraiment une très belle mise en avant, et tous les lauréats passés et actuels sont très contents de on va dire de l'accompagnement qui a été fait. Mais en tout cas, le message qui a été dit auparavant, c'était vraiment n'hésitez pas à venir nous parler. Alors, moi, sur Lyon et Saint-Étienne, avec grand plaisir pour vous avancer. Et Célia, tu étais intervenue, c'était la semaine dernière, pour justement présenter ça aux doctorants et docteurs du territoire. Mais n'hésitez vraiment pas à pousser la porte, à nous poser des questions, à déposer un dossier. Ça peut être un très bon exercice pour avancer et puis faire décoller le projet. Et si ça peut servir de déclic, ce concours ePhD, pour se dire, mes résultats de thèse, j'ai pas envie qu'ils dorment, j'ai pas envie qu'on les mette de côté et que finalement qu'on passe à autre chose, d'être acteur, actrice de ce développement, c'est un très bon levier pour le faire, et on est vraiment à votre écoute pour pouvoir avancer, structurer, développer le projet. C'est un super outil pour réfléchir à l'application, à comment est-ce que ça pourrait devenir quelque chose. Et puis de faire un effet de levier pour vous dire qu'il y a des acteurs sur le territoire qui sont prêts à investir, vous soutenir, passer du temps pour pouvoir faire de cette thèse, de vos résultats, quelque chose de concret, un médicament, une solution numérique, quelque chose qui répond à un impact pour la société. Et vraiment, tout l'écosystème est mobilisé pour vous accompagner dans cette démarche et pour faire en sorte qu'on puisse avoir des projets qui changent la société, qui changent le monde.
Et c'est vraiment l'ordre de cette complémentarité entre BPI, entre des acteurs comme des OTT, je pense que tu dis des SAT en tout cas, établissements, aux employeurs, et c'est vraiment quelque chose de très important de dire qu'on est vraiment réunis pour faire grandir ces projets. Alexandre, j'ai une autre question pour toi. Merci beaucoup, Benoît. Merci. J'ai une autre question pour toi. Donc, tu as eu ePhD, Ilab aussi. T'en es où, toi, de ton projet et aussi de ton équipe? Comment ça se passe actuellement? Alors, pour être complémentaire à ce que disait Benoît, c'est vrai que l'accompagnement entre justement déjà les stats et puis derrière BPI va permettre justement de véritablement accélérer un projet. Donc sur les travaux de recherche, faut vraiment pas hésiter à essayer de les valoriser. Justement, il y a des personnes qui sont justement là pour ça, pour vous aider à monter justement, à les valoriser le plus loin possible. Donc nous, on a, à la suite justement de ces candidatures, on a créé Keros en octobre. On a justement finalisé une petite levée auprès d'investisseurs, de business angels. Et donc entre ces subventions, les prêts auprès de BPI, auprès de banques et la levée auprès des investisseurs, on a bouclé 1 million, plus d'1,2 million, ce qui nous permet là en janvier de recruter plusieurs personnes, des ingénieurs, docteurs, chimie et biologie, donc qui participent, qui sont opérationnels pour développer et continuer le développement, d'abord préclinique de notre solution. Et concernant donc la société en elle-même, sur les fondateurs, on était justement plusieurs fondateurs. On avait une équipe qui existait au départ. J'avais notamment mon ancienne directrice de thèse qui était pleinement investie, qui m'a soutenu justement dans cette aventure et qui continue, puisque elle peut justement, en restant chef d'équipe, s'investir à 20% par un concours scientifique. Enfin, c'est son employeur, donc en l'occurrence le CNRS, qui lui donne droit justement de s'investir dans la société. Donc ça aussi, c'est extrêmement pratique pour conserver le lien avec la partie académique et continuer la recherche beaucoup plus fondamentale. Donc là, voilà, on avait notre équipe fondatrice, et puis là, avec la levée, les subventions, on peut justement recruter et construire cette équipe opérationnelle, et donc encore plus accélérer justement l'innovation. Encore une question. Est-ce que tu as un conseil à partager? En fait, je fais la même question en fait que pour Charlotte. Est-ce que tu as un conseil à partager à toutes les personnes qui nous suivent là? Justement, c'est ce que disait Charlotte. Ouais, même Benoît. Faut vraiment pas hésiter à se lancer. Il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont là pour nous aider, pour nous appuyer, de déposer, que ce soit le dossier IPHD ou iLab. Ça permet de structurer, de poser ses idées sur papier, de commencer à travailler sur ce qu'on appelle le business plan, d'avoir des notions qui sont, de matérialiser un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment une grande opportunité. On voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont quand même, c'est assez conséquent, qui sont mises en place, donc pour nous aider à lancer, surtout donc dans le cadre de la Big Tech. Donc c'est que du bonus. Et vous, justement, si vous êtes passionné par vos travaux de recherche, ça peut être, c'est forcément, même s'il y a une partie qui est très dure, c'est que du bonheur de continuer là-dedans. Donc vraiment de pas hésiter à se lancer. Merci beaucoup, merci Alexandre, et merci Benoît du coup. Avec plaisir. Merci, à très vite. Vous revenez juste après Valentin pour les questions, si ça vous va. Ok, super. Valentin, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène? Voilà, parfait. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super, bonjour Valentin. Alors, si c'est bon, on te voit bien là. Merci beaucoup Valentin pour avoir répondu OK à l'invitation. On voulait vraiment aussi faire une complémentarité avec Pépite. C'est la première année qu'on partage en fait cette complémentarité. Est-ce que tu peux nous partager ce qu'est Pépite et puis nous en dire un petit peu plus comment vous accompagnez les porteurs de projets? Bien sûr, tout d'abord bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je représente le réseau Pépite. Donc Pépite France, qui signifie Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est un réseau de 33 structures qui sont présentes partout en France, a priori attachées à chaque écosystème local, régional, et dont le cœur de métier est de sensibiliser, de former et d'accompagner tous les étudiants et tous les jeunes diplômés à l'entrepreneuriat.
Donc, on a une définition très large de l'entrepreneuriat. Ça peut être à la Ouais, fois des startups, c'est mais plus aussi large. voilà, des entreprises en freelance, en consulting, des sociétés de conseil, etc. Et donc, qui dit étudiant jeune diplômé, dit aussi doctorant et jeune docteur. Je sais que les jeunes chercheurs ne sont pas juste des étudiants et des jeunes diplômés. C'est une expérience professionnelle à valoriser. Mais parfois, c'est toujours bien de garder les avantages d'étudiants et de jeunes diplômés pour bénéficier de certains programmes, et notamment des programmes d'accompagnement issus du réseau Pépite. Donc, la particularité en fait du réseau Pépite dans l'accompagnement, c'est d'avoir quelque chose de très centré sur l'humain et sur l'évolution professionnelle, plus que sur le projet finalement. C'est-à-dire qu'on accompagne vraiment sur tous les stades de développement du projet, et on sait qu'à un stade très amont, le projet peut évoluer de multiples fois en fonction des retours du marché, en fonction des orientations que peut prendre le projet, etc. Et du coup, ce qui bouge pas, c'est l'humain, c'est l'entrepreneur qui porte le projet. Et c'est là où le réseau Pépite en fait a une véritable valeur ajoutée. C'est d'accompagner sur l'individu et sur ce qu'on appelle l'adéquation en projet, c'est-à-dire faire en sorte que l'individu soit aligné aussi avec les valeurs de son projet, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de direction aussi à donner au projet. Donc, tout ça aussi pour dire que le réseau Pépite, comme l'a très bien mentionné Benoît aussi et Alexandre juste avant, s'intègre dans un écosystème d'acteurs. C'est pas juste un acteur qui se pointe comme ça et qui agit individuellement dans son coin. En fait, ça s'intègre vraiment en complémentarité avec les autres acteurs, et notamment avec les SAT. Donc sur le côté accompagnement humain, là où les SAT vont aussi beaucoup accompagner sur les stratégies de propriété intellectuelle, sur le développement technique, etc. Donc c'est vraiment des accompagnements qui sont complémentaires. Donc voilà. Valentin, est-ce que tu peux nous repartager comment on fait pour prendre contact avec vous? Comment ça se passe? Enfin, tu vois, Ouais. Donc, comme je l'ai dit, c'est un réseau de 33 structures. Donc, quelle que Ouais. soit l'université à laquelle vous êtes rattaché, en fait, vous allez pouvoir trouver votre pépite à vous. Donc, pour ça, il suffit de se rendre sur le site internet de Pépite France, donc pépite-france.fr, et vous allez voir une carte de France avec les 33 structures présentes en fonction des universités. Donc, il y en a plusieurs à Paris. Il y en a donc un sur la région Lyon-Saint-Étienne que je représente, et sur plein d'autres écosystèmes. Et vous aurez les contacts, en fait, pour vous adresser directement aux différents pépites. Et ça, en fait, vous pouvez le faire quel que soit votre stade d'avancement. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas forcément d'idée de projet entrepreneurial, mais que vous avez envie de vous lancer, Pépite, c'est vraiment une structure qui pourrait vous accompagner à lancer cette démarche-là. Et même si vous avez déjà des projets avancés, les programmes peuvent s'adapter aussi à votre stade d'avancement. Donc voilà, quelle que soit la nature du projet, que ce soit en lien avec votre thèse ou pas d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, et quelle que soit la nature du projet aussi, vous pouvez vous adresser auprès de votre pépite. Ouais, super. J'étais en train aussi d'ajouter en fait les contacts dans le chat pour moi, en tout cas pour le concours IPHJ. Je vous ai mis le ipij@bpifrance.fr si vous avez besoin, enfin si vous avez des questions. Je vais aussi vous mettre pour accéder en fait au formulaire de dépôt de candidature. Tac. Qui est en fait sur bpifrance.fr, et vous avez après accès à des démarches simplifiées. Est-ce que Valentin, tu peux nous partager, pareil, comme je vais poser la même question aussi que Benoît, le nombre de projets que vous accompagnez peut-être dans l'année ou quelque chose comme ça, Ouais. si tu as ces métriques? Alors c'est marrant parce qu'on est en plein dans des enquêtes là, au niveau du réseau Pépite pour évaluer l'impact de l'accompagnement au niveau des jeunes chercheurs, et on estime à plus d'une centaine de jeunes chercheurs accompagnés au sein du réseau Pépite, à qui on a délivré ce qu'on appelle le statut national étudiant entrepreneur. Donc je l'ai pas mentionné, mais c'est un statut qui est délivré par le réseau Pépite et qui permet aux jeunes chercheurs en fait de bénéficier d'un accompagnement et d'une reconnaissance de leur engagement entrepreneurial, qui est complètement gratuit et délivré par le ministère. Et donc, effectivement, on en a délivré à peu près une centaine pendant l'année 2021-2022. Donc, c'est assez représentatif en termes de pourcentage par rapport à la totalité des étudiants qu'on accompagne. Donc, les jeunes chercheurs sont bien représentés et de plus en plus, en fait, s'inscrivent via un accompagnement Pépite. C'était pas le cas, par exemple, il y a 5-6 ans. Donc, ça va dans le bon sens parce que les pépites se sont aussi adaptés pour accompagner ces profils particuliers. On n'accompagne pas des jeunes chercheurs de la même manière qu'on accompagne des étudiants en licence et en master. Et du coup, les pépites ont staffé aussi en interne, ont recruté des chargés de mission dédiés aux jeunes chercheurs pour pouvoir les accompagner au mieux au fil des années. Ok. Merci beaucoup, Valentin.
Avec Ce plaisir. que je vous ouais, merci vraiment, c'est super et je pense que c'est très complémentaire. Est-ce que vous, tous les intervenants, est-ce que vous pouvez revenir sur scène? Ce que je vous propose, on a encore 15 minutes, on va les dédier aux questions que nous avons reçues sur le chat et aussi dans la petite, bannette questions. Donc l'idée, c'est que je partage la question et puis, on n'est pas obligé que ce soit toujours moi qui réponde. Donc si vous avez, la réponse, n'hésitez pas et même, en complément, d'une autre réponse, il y a pas de souci. Alors attendez, je regarde, qu'est-ce que nous avons? Xavier Fanton, donc le mentorat, le coaching que nous avons dans le concours ePhD et la formation Deep Tech Founders, pas que. Effectivement, Deep Tech Founders reprennent en fait des basiques que eux réalisent en fait lors de leur formation dans leur programme, mais vont un peu plus loin aussi pour la partie concours ePhD. J'ai répondu du coup à la première question. Alors, j'ai une question aussi. Est-ce que le projet doit être en rapport avec ma thèse? Je peux répondre aussi, ouais. Alors c'est pas obligatoirement, enfin c'est pas obligatoire, mais par contre vous devez en fait, être accompagné par un laboratoire de recherche et par aussi un OTT. Donc si vous avez réalisé votre thèse, il y a moins de 5 ans et que c'était sur un autre sujet, OK, si vous faites, des recherches, mais avec, en cohérence avec un laboratoire et avec un OTT. Donc c'est pas obligatoire. Alors, pareil, j'ai une autre question. Là, pour le coup, je répondrai. Est-ce que nous aurons une attestation pour ce webinaire? Magali, on ne fait pas d'attestation hein, pour ce webinaire. Hein. Non. À part Non, s'il non, on y n'a pas a on délivre. besoin enfin, on l'a pas fait par le passé, en tout cas. Non, ouais. Mm. Après, si besoin, on peut envoyer un mail à votre responsable. Oui, c'est ça. Pour dire que vous avez bien participé, Mm. ça, on peut le faire, mais une attestation formelle, non. Merci beaucoup. J'ai une question de Romain et je pense qu'Alexandre, tu vas pouvoir répondre. Peut-on présenter notre projet au concours ePhD eLab en même temps? Par exemple, si nous avons déjà déposé un brevet pendant la thèse avec un marché identifié et un business plan établi. Alexandre? La réponse, je pensais oui, elle est toujours oui, puisque c'est ce que j'avais fait, mais après, c'est vrai que peut-être, moi, je m'étais pas posé cette question, et je m'étais dit, en fait, il faut que, effectivement, si vous vous sentez prêt pour le concours iLab, je pense, à mon avis, même en création, c'est bien de le faire parce que c'est un super exercice, le dossier qui est demandé, ça va vraiment permettre de structurer, de travailler sur le business plan, les financements à aller chercher. Donc là, c'est un super exercice. Donc même si l'objectif forcément c'est de l'avoir, mais moi je pense que plutôt on peut le tenter, mieux c'est. Et à côté, le PhD, forcément, dans la timeline, ça arrive avant, mais pour moi, c'est vraiment complémentaire parce que ça permet, voilà, d'avoir toutes ces formations, d'être aussi dans un réseau de jeunes entrepreneurs. Donc forcément, moi, j'encourage à faire les deux en même temps. Mais après, voilà, c'est suivant la maturité du projet aussi. Oui, tout à fait. Mais ouais. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour toi, Alexandre. Après les différents... Alors, question pour Alexandre, hein. Donc c'est vraiment ciblé. Après les différentes... C'est pour Yann, pour Yann, oui, Yann, comment fonctionne la répartition des parts de l'entreprise pour lui, pour son encadrante, pour les autres? Ouais, j'allais répondre justement, mais alors en fait, au début, il y a ton équipe fondatrice. Donc, par exemple, mon ancienne directrice de thèse était dans l'équipe fondatrice. Donc, au niveau du capital de la société, elle rentre dans cette création. Donc, par exemple, elle était à 20%. On avait deux autres associés à 10 chacun. Et moi, j'étais à 60%. Et après, quand on va faire les différentes levées, en fonction de la valorisation, ce qu'on appelle la valorisation pré-monnaie, la valorisation de ta société, combien tu l'estimes au moment de ta levée, et l'argent que tu vas faire rentrer, eh bien, tu vas être ce qu'on appelle dilué. Et c'est là où, en fait, tes parts sont diluées pour faire rentrer des investisseurs, pour faire rentrer justement les différents investisseurs. Je sais pas si c'était assez clair, mais ça marche comme ça, quoi. Enfin, mon ancienne directrice de thèse était cofondatrice, donc elle avait une part dès le départ. C'est pas obligatoire, hein, je veux dire, parce qu'elle voulait s'impliquer aussi dans ce projet. Hein. Je pense que vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat sans être forcément accompagné par vos encadrants. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai une autre question. S'agit-il de projets entrepreneuriat avec un angle scientifique?
Bah, Magali, du coup, tu peux peut-être répondre vu qu'on est sur la deep tech. En fait, je suis pas certaine de comprendre la question. Ouais, moi je le comprends comme un angle scientifique. Étant donné que nous, on est le concours PhD, en fait, il est dans le plan deep tech. Enfin, il faut que le projet en fait soit deep tech. Donc oui, il faut un angle scientifique. Enfin, moi je le vois comme ça, mais. Ou c'est peut-être par rapport au. Enfin, l'objectif, c'est de valoriser des travaux de recherche. Après, ils sont. Enfin, alors, scientifiques, ça peut être assez large hein, sur les travaux de recherche. Il y a notamment, j'ai plus le terme en tête, mais tous ceux qui ne sont pas forcément de la science dure, mais à partir du moment où ce sont des travaux de recherche qui sont valorisés, c'est une start-up deep tech et c'est tout à fait éligible. Yes, merci beaucoup. Pour J'espère Benoît, avoir répondu. ouais, bah, vous nous dites si on n'a pas bien répondu. Pour Benoît, question pour Benoît, combien coûte votre accompagnement? Quelle participation de capital, redevance, etc. C'est une très bonne question. Alors, l'accompagnement qui est proposé, notamment en phase d'émergence, détection, les bootcamps, etc., tout ça, c'est pris en charge. C'est-à-dire que on ne demande pas de frais pour les doctorants et jeunes chercheurs pour participer à ces différentes sessions de formation, de montée en compétences. C'est des choses qui sont prises en charge. Ce n'est pas gratuit, mais on trouve des financements pour le faire. Enfin, notamment en lien avec des pays et différents acteurs qui nous soutiennent dans cette démarche. Ensuite, nous, sur la partie investissement et maturation, on est, et les OTT et les SAT, notamment comme des acteurs mi-investisseurs, mi-subvention. Je veux dire, on est vraiment dans une démarche vraiment d'investisseurs. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de financement au début, mais c'est plus l'idée de se dire que ces structures-là sont mandatées, ont pour objectif de créer. Je vais prendre quelques secondes pour expliquer le but d'une SAT ou d'un office de transfert de technologie, mais en fait, comment dire, notre investissement, il a pour but de pouvoir créer pour le compte, en gros, de l'État, des produits et des services innovants et de valoriser les résultats de la recherche publique. Et donc, pour ça, en fait, quand on investit dans un projet, on investit avec l'objectif de se dire que cet investissement va générer de la richesse, des produits, des services qui vont avoir un impact pour la société. Et donc, pour ça, en fait, on gère notre propre risque, c'est-à-dire qu'on va investir dans le projet. Si le projet ne se fait pas pour une raison X ou Y, on ne va pas courir après le jeune chercheur ou la jeune chercheuse avec un RIB ou je ne sais pas quoi pour demander un remboursement, ça fait partie de notre risque. Par contre, si le projet marche, en effet, on va trouver des mécanismes pour pouvoir soit prendre une part de capital, soit différentes modalités en fait, de retour sur investissement, sur l'investissement qui a été consenti. Ça, c'est défini au cas par cas, selon la typologie du projet, selon ses modalités de développement. C'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, c'est gratuit en termes de frais. C'est plutôt un mécanisme plutôt de retour sur investissement qui est consenti. Mais en tout cas, ces questionnements-là, ils interviennent à partir du moment où il y a un projet qui a été développé. C'est hyper intéressant d'arriver, comment dire, toutes ces questions de part de capital, de comment ça marche, etc., c'est des questions qui sont adressées le moment venu, une fois qu'il y a un premier échelon, qu'on a développé de différentes choses. Mais c'est quelque chose pour vous dire qu'on ne demande pas une avance très forte, il n'y a pas d'avance sur ces différents éléments. Il n'y a rien de bloquant pour pouvoir initier un projet, le développer, trouver un soutien, structurer, etc. Et ensuite, les différents financements on va faire un peu d'ingénierie de financement pour développer ça. Là, je parle d'un cas très spécifique, c'est l'accompagnement en investissement en maturation. Merci beaucoup, je ne sais Benoît. pas si c'est très clair ou si j'ai encore plus de complexité. Le mieux, c'est d'en parler et de voir au cas par cas comment est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. J'ai une question pour Valentin. Sarah qui demande, elle a été diplômée à Paris, mais elle voudrait déposer son projet aux Antilles. Est-ce que c'est possible? Oui, alors je viens de répondre à Sarah à l'instant en redirigeant vers le Pépite qui s'adresse aux Antilles. Donc effectivement, il existe un pôle Pépite pour la Guyane et les Antilles. Donc pas de problème a priori pour s'adresser directement à eux. Super. Alexis, il a une question. Alors, un doctorant qui devient lauréat PhD est-il obligé de poursuivre sa création de start-up dans la foulée ou peut-il attendre quelques années? Ma crainte, les banques détestent le statut d'entrepreneur. Et donc, il est préférable d'être dans le privé. Est-ce compatible avec la suite de ePhD? Ouais. Tu veux répondre, Benoît? Non, peut-être tu as peut-être avec Magali davantage d'éléments de réponse que moi sur ce sujet, mais pour vous dire, en fait, quoi qu'il arrive, il y a deux choses. Il n'y a pas d'attente spécifique avec ePhD. Il ne faut pas créer dans la minute qui suit l'obtention du concours ePhD. Le concours ePhD, c'est un label, un dispositif, un concours en soi
qui permet de monter en compétences, développer son projet, structurer. Il n'y a pas une attente, vous n'allez pas signer un contrat avec des pays pour vous dire vous devez créer d'ici la fin de l'année. On est vraiment sur quelque chose de très flexible. Il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir le concours et qui vont se réorienter vers autre chose, vont au contraire développer leur projet avant, créer vite. Vraiment, il n'y a pas d'attente spécifique. Et ensuite, c'est plus pour la deuxième remarque qui était les banques détestent le statut entrepreneur. On peut en parler. Je pense que on peut trouver des solutions de différentes attentes. Ça dépend quels sont vos moyens de financement. Je crois que c'est d'ailleurs le sujet de la boîte à questions de la semaine d'après ou du mois de février. Mais il y a d'autres modalités pour trouver aussi du soutien financier et d'avancer avant de mobiliser nécessairement des financements de banque ou de passer par là. Mais voilà, en tout cas, c'est plus sur cette deuxième question où je pense que c'est important d'en parler, d'échanger pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution par rapport à ça. Juste pour compléter, moi je rejoins tout à fait Benoît. Je pense que les deux ne sont pas antinomiques non plus. On peut très bien continuer, alors pas au même rythme, mais si on préfère rejoindre le privé pendant un certain temps pour se rémunérer et continuer le projet en parallèle, c'est sûr qu'on n'aura pas le même rythme, mais c'est tout à fait possible et il n'y a pas d'obligation. Peut-être le seul élément à savoir, et là... Célia, alors pareil, j'ai eu envie de t'appeler Louise, mais Célia, je te laisse confirmer, c'est que pour ce qui est du déblocage de la bourse, c'est dans les 1 an qui suivent. Oui. Donc ça veut dire que pour débloquer les fonds, c'est dans les 1 an qui suivent une fois que vous avez été lauréat IPHD et ça ne sera pas par la suite. Donc c'est juste à prendre en considération. Oui, effectivement. Et comme disaient Benoît et Magali, il n'y a pas d'obligation de création de start-up lorsque vous êtes lauréat IPHD. D'ailleurs, même, on a intégré dans le coaching qu'on met à votre disposition un coaching sur la carrière, en fait. C'est à la fin, en fait, d'IPHD, on a quelques personnes, en fait, qui finalement décident de ne pas continuer leur projet et qui souhaiteraient se réorienter. Et du coup, on a des coachings spécifiques là-dessus. Alors, je regarde, parce qu'on a encore pas mal de questions. Question peut-être particulière. Connaissez-vous des fonds qui acceptent d'investir dans des startups en n'ayant accès qu'à des parts sans droit de vote? L'impact sociétal des entreprises étant mis en avant, cela me semble important de protéger un maximum l'idée initiale du projet. Benoît, est-ce que tu as connaissance de... Non, pas particulièrement. Mais après, ça peut se trouver. Là, je vais botter en touche en disant c'est au cas par cas. Je pense que, en tout cas, on trouve des solutions généralement pour l'ensemble des projets et peu importe les typologies d'accompagnement. Et je pense que ça soit une structure comme un Pépite ou une structure comme un incubateur privé public ou des acteurs comme Pulsalis, comme des SAT, notre métier, c'est justement de trouver des leviers de financement qu'on puisse mobiliser au cas par cas et de comprendre pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on peut trouver. En tout cas, sur la dimension ESS, on peut tout à fait trouver des acteurs qui sont capables de pouvoir prendre en considération différents acteurs. Et, enfin, je sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter, mais je n'ai pas plus d'éléments spécifiques à dire. On peut trouver, mais pour en parler généralement, quoi qu'il arrive, ce travail-là se fait et c'est pareil dans n'importe quelle structure. En regardant le dossier plus en profondeur, c'est vrai que comme ça, au débeauté, de dire ah oui, allez voir un tel, c'est toujours compliqué. Il vaut mieux comprendre, voilà, c'est quoi le dossier, c'est qui les différents acteurs, pourquoi est-ce que ça c'est important pour pouvoir mieux orienter et mieux construire la stratégie financière. Merci beaucoup. Question pour Valentin. En quoi le diplôme d'établissement étudiant entrepreneur va-t-il concrètement aider la création d'une start-up? Subvention accordée, le diplôme est-il obligatoire, etc. Alors le diplôme étudiant entrepreneur, comme son nom l'indique, c'est un diplôme, donc c'est un parcours de formation d'1 an avec des séminaires sur toutes les bases de la création d'entreprise. Donc on va parler de proposition de valeur, de modèle économique, de propriété industrielle, enfin vraiment de tous les sujets. Mais au-delà du diplôme, en fait, et c'est là où c'est important, c'est que c'est un accompagnement individualisé sur son projet, avec des accompagnateurs en fait qui dédient leur temps à l'accompagnement de votre projet et ce que je disais tout à l'heure à l'individu aussi, pour l'aider à pivoter, à adapter son projet, etc. Donc, c'est vraiment, le diplôme, c'est pas juste de la formation, c'est un tout qui intègre de l'accompagnement et aussi des ressources mises à disposition. Selon les pépites, par exemple, il y a des chargés de financement qui vont aider les projets à justement aller décrocher des bourses comme la bourse French Tech ou d'autres bourses en fonction des écosystèmes locaux. Et donc, c'est un ensemble qui permet de développer son projet, d'être accompagné pour que l'entreprise décolle. L'idée, c'est pas d'être diplômé et d'avoir un diplôme. On l'attribue si vous souhaitez valoriser des compétences, mais c'est aussi et surtout développer son projet et pouvoir en vivre à terme en se lançant à plein temps dessus. Merci beaucoup, Valentin.
Question, dans la vidéo, le plus important n'est pas de parler du projet en soi, sinon de montrer les idées fondatrices du projet et les idées futures. Alors, si vous parlez en fait de la vidéo que vous devez ajouter en fait au dossier de candidature, c'est peut-être surtout de vous mettre de mettre en avant votre motivation et quand même de parler de votre projet, peut-être là où vous en êtes, vulgariser en fait votre projet. Sachant que vous êtes accompagné, je sais que Benoît, toi, tu accompagnes bien en fait les candidats pour la partie vidéo. Donc, de toute façon, vous serez accompagné. Attendez, merci. Si nous sommes déjà actuellement accompagnés par une SAT en prémat, comment s'articule IPAJ vis-à-vis de cet accompagnement? Le mentorat coaching sont-ils en parallèle des formations de la SAT? Les financements s'ajoutent-ils? Benoît, tu veux partager ta réponse Oui, très rapidement. Alors, on essaie de. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué quand il y a déjà un accompagnement, une incubation poussée de la part de la SAT, de pouvoir construire cette complémentarité, mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible. C'est-à-dire que on fait en sorte de pouvoir au mieux, comment dire, renforcer. Notamment, on a nous un dispositif spécial pour la préparation au concours iLab, et comment dire. Et généralement, il y a une sorte de complémentarité assez forte qui se fait dans l'accompagnement individuel du porteur et puis cet accompagnement qu'on fait sur des sujets plus spécifiques dans la manière dont on accompagne ces projets. Et les retours qu'on a, c'est de nous dire qu'on a une vraie complémentarité, on a différentes manières de présenter, mais qui sont en effet assez complémentaires. C'est-à-dire que il y a certes des sujets qui sont redondants et qui sont déjà vus, mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir un autre point de vue dans la manière dont on voit son projet, de prendre du recul, de voir d'autres éléments. Et toutes les personnes qui ont à la fois ces deux accompagnements, je pense, ne font pas nécessairement tout, peuvent choisir des sujets qui sont prioritaires, mais en tout cas, du moins les retours de cette promotion de cette année sont très positifs par rapport à ces éléments. Merci Mais beaucoup, Benoît. voilà, en tout cas, c'est complémentaire et l'objectif, c'est que ça s'imbrique bien. Hein. C'est pas un bloc de 3 semaines d'un coup qui est proposé par l'accompagnement. C'est plus des rendez-vous qui sont répartis dans le temps et qui permettent justement de construire cette complémentarité et aussi le travail doctoral de bien venir en complément. Enfin, c'était le cahier des charges et c'est la manière dont c'est. Tout à fait. Merci. Si on postule après la thèse, est-il possible de postuler avec un nouveau laboratoire ou doit-on forcément soumettre la candidature avec le laboratoire ayant financé la thèse? Je dirais en fait que vous postulez avec le laboratoire avec qui vous travaillez actuellement sur le projet en fait. Oui, je peux confirmer parce que c'était mon cas. Donc, ma thèse était payée par un labo et je travaillais en postdoc avec un autre labo et c'est avec ce labo-là que j'ai déposé la candidature. En fait, pour pouvoir déposer la candidature, il fallait être affilié à un labo, mais c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé que ce soit votre labo de thèse. Merci beaucoup, Charlotte. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir sur quel sujet pourrions-nous dépenser le prix PhD? C'est le capital de la société, une option. Alexandre, je ne sais pas si tu as déjà eu la bourse French Tech. Oui. J'avais demandé juste après le concours et on a demandé de m'inscrire après la BFTE. Donc, encore une fois, tout peut aller très vite. Vous l'avez dépensé pour on est en train justement. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Nous, dans notre cas, c'était auprès de CRO. Enfin, c'est des études externalisées justement, mais il y a de l'étude de marché qui peut être faite, de la propriété intellectuelle. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant quand on est justement sur le montage de son business plan, d'aller faire une petite étude de marché pour consolider. Et puis après, on sait que derrière, on fait une levée de fonds. Donc auprès des investisseurs, ça peut être pas mal. Donc des frais externes, si on a une grosse étude, par exemple, nous, on avait un CRO qui faisait des manips chez les animaux aux États-Unis. Donc ça, on a pu le dépenser avec les 30 000 €. Pareil pour la BFTE. Donc il y a plein de choses. Il y a alors la bourse, l'IPAJ, je ne sais pas si on peut prendre du personnel. Je crois pas, puisqu'on n'est pas encore justement la BFTE aussi, mais comme c'est là pour une personne physique. Mais en tout cas, là où c'est une énorme opportunité, encore une fois, c'est 30 000 € pour consolider votre projet. Si vous avez une manip à terminer, justement, qui va donner de l'importance, une étude de projet, de l'API, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais ça ne sera pas financé, par exemple, pour des fonds personnels, quoi. Donc, tout à fait. Donc, ce qui est le jeu aussi un petit peu. Facture, voilà. Ok, écoutez, j'ai terminé toutes les questions. Merci énormément, vraiment.
en tout cas aux intervenants d'être là et d'avoir partagé votre retour d'expérience et d'avoir répondu aux questions. Et surtout, merci beaucoup à tous les participants qui nous ont suivis. On espère vraiment avoir répondu à vos questions, de vous avoir éclairé et de vous avoir donné envie de déposer aussi votre dossier de candidature. Sachez que je vais vous envoyer un mail pour vous inviter à la prochaine boîte à questions, si ça vous intéresse, parce qu'on a commencé déjà à parler en fait de comment se rémunérer. Donc, je pense que ça peut être utile pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, on est disponible aussi par mail. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous, Merci. merci Célia. À bientôt. Merci, au revoir.